Il est 20 heures, heureux de vous retrouver au compte de cette édition d'information dont voici les titres. Gestion de la transition, les acteurs sociopolitiques optent pour le dialogue. En plénière, ce jeudi, ils invitent les parties prenantes à s'entendre pour une sortie rapide de crise en vue d'un retour à l'ordre constitutionnel. Vous le verrez dans cette édition d'information. Exploitation minière en Guinée pendant que les exportations bauxitiques enregistrent une baisse de plus de 20%, celles de l'or bondissent de plus de 28%. Des statistiques obtenues dans la dernière semaine de l'année 2024. C'est tout pour les titres. Encore une fois, bonsoir et bienvenue à la une de l'actualité. Des acteurs politiques et de la société civile prônent le dialogue, la paix et l'entente entre les Guinéens pour une transition inclusive. Réunis en plénière ce jeudi, ces leaders sociopolitiques appellent les acteurs de la vie nationale à s'entendre pour une sortie de crise. Guy Bari et Ansoubaï Baldé. Ce premier sommet 2025 de la conférence des coalitions politiques est fête hier avec 3 points inscrits à l'ordre du jour. Au terme des discussions qui ont duré plus de 4 heures, la conférence a décidé de faire du dialogue politique inclusif une priorité, selon Dr Kourissi Kondé, porte-parole. Le premier point, la redéfinition et la réorganisation de notre structure, de notre intercoalition fêtière. Deuxièmement, la relance de nos activités. Et troisièmement, la remobilisation des forces politiques du pays. Les leaders de la conférence des coalitions politiques et fêtières ont décidé, premièrement, de faire du dialogue politique inclusif une priorité. Deuxièmement, que ce dialogue soit inclusif. Après avoir salué la relance des activités politiques et du processus électoral pour l'année 2025 annoncé par le président de la transition lors de son adresse à la nation, Dr Kourissi Kondé affirme qu'avec une réelle volonté de médiation, la crise sociopolitique pourrait connaître une issue favorable. Ce qui a manqué dans l'histoire des démarches politiques en Guinée, jusqu'à aujourd'hui, me semble-t-il, c'est la volonté de médiation. C'est-à-dire que nous sommes toujours inscrits dans les rapports de force, dans le corps à corps. C'est ce que nous voulons dépasser. Nous pensons que ceux qui sont au pouvoir sont des Guinéens. On doit se parler. Que ceux qui ne sont pas au pouvoir sont des Guinéens, on doit se parler. Donc notre vocation et notre ambition, c'est d'amener l'ensemble des acteurs guinéens, les acteurs politiques, les acteurs de la société civile et les autorités de la transition à se rapprocher, à discuter. C'est ce qu'on appelle la construction du dialogue, la restauration de la confiance. C'est ça notre mission. Avec la crise de confiance tendue, Dr Kourissi Kondé rassure que toutes les questions doivent être abordées autour de la table dans l'intérêt général des Guinéens. Je le disais en titre, baisse des exportations bauxitiques en Guinée. Une chute de plus de 20% a été enregistrée à la fin du mois de décembre 2024. La régression met en lumière une tendance préoccupante pour l'économie nationale. Analyse des chiffres et des impacts de notre partenaire d'Ecofinance Guinée dans ce commentaire de Germaine Mansaï. Suivez. Le premier pays exportateur mondial de bauxite, la Guinée a fait face à une diminution notable de ses exportations en décembre 2024. Les ports minéraliers de Kamsar, Katogouma, Dapilon, Kokaya et Tarissa ont enregistré une baisse d'environ 25% sur une semaine, avec seulement 2 571 281 tonnes exportées par 16 navires contre 3 421 217 tonnes pour 25 navires de la semaine dernière. Cette chute reflète une fragilité dans la chaîne d'exportation, probablement liée à des facteurs logistiques ou économiques, explique Ecofinance Guinée. Dans le top 10 des sociétés minières, la SMD reste en tête avec plus de 826 000 tonnes exportées, suivie de l'Alliance guinéenne de bauxite, d'alumine et d'aluminium et de la Compagnie des bauxites de Guinée CBG. Ces chiffres soulignent l'importance de ces acteurs dans la production nationale, mais la baisse globale pourrait affecter leur concurrence.
Avec plus de 40 millions de tonnes produites en 2023, la Guinée reste un acteur clé dans le secteur. Mais cette tendance pourrait limiter ses ambitions. Une révision des stratégies d'exploitation et une optimisation des infrastructures deviennent impératives pour garantir la stabilité de cette industrie vitale pour l'économie du pays. Au même moment, les exportations d'or de la Guinée bondissent de plus de 28%. Une hausse intervenue à la fin du mois de décembre. L'exploitation aurifère industrielle a enregistré une exportation de 343 kg du 21 au 27 décembre 2024 contre 259,241 kg une semaine plus tôt. Kibabari. Dans la semaine du 21 au 27 décembre 2024, les exportations d'or de la Guinée se sont évaluées à 1255 kg, contre plus de 981 kg la semaine précédente. De son côté, l'exploitation semi-industrielle de l'or figure pour la première fois dans le bilan avec une exportation de 255 kg. La société aurifère de Guinée, SAG, occupe le premier rang avec une expédition de 267 kg d'or. Elle est suivie de Guinea Gold Exploration avec 212 kg et du Kouroussa Gold Mine avec 76 kg. En revanche, l'or artisanal qui regorge la plus grande part de la production totale, soit 52% avec une exportation de 657 kg, a connu une baisse d'environ 10% par rapport à la semaine dernière. Selon l'Institut national de la statistique, les principaux partenaires commerciaux de la Guinée pour l'exportation d'or sont les Émirats arabes unis, l'Inde et la Suisse. Sur un autre plan, les nattes et les lits traditionnels fabriqués à base de raffia sont de nos jours moins convoités. Pourtant, ils étaient prescrits dans certaines coutumes guinéennes. Les lits étaient utilisés pour se reposer sous l'ombre dans les villages. Les nattes aussi servaient traditionnellement dans les cérémonies de mariage, de plafond, dans les habitations ou encore de tapis de prière. À Conakry, justement, l'engouement a complètement baissé autour des objets à base de raffia. Les nattes traditionnelles fabriquées à base du raffia étaient très convoitées dans certaines communautés pour des besoins coutumiers, notamment les mariages, le veuvage dans les mosquées et dans les maisons. Celles-ci servaient de tapis et de plafond pour des utilisateurs. Mais depuis plusieurs années maintenant, ces nattes connaissent un abandon par la nouvelle génération, cela avec la modernisation à grande échelle du monde. Mamadou Korka Diallo, vendeur au marché d'aviation dans la commune de Gbessia, parle de l'importance des nattes traditionnelles. Dans le passé, on utilisait ces nattes pour faire les plafonds dans les maisons, les tapis dans les mosquées, pour les mariages et le veuvage des femmes. Maintenant, cela a presque cessé à cause de la mondialisation. C'est seulement pour les mariages qu'on les utilise actuellement. Sinon, les gens s'y intéressent très peu. Ceux qui achètent sont minimes de nos jours. Petit à petit, les clients viennent ici. Pourtant, les nattes ont de la valeur qu'il ne faut pas ignorer. Elles permettent de tirer l'humidité et la fraîcheur dans les maisons. Nous devons donc faire très attention à les abandonner. À côté, il y a également les lits traditionnels qui, autrefois, servaient d'outils de repos pour des vieilles personnes pendant les périodes de chaleur, sous les arbres pour certains, aux vérandas pour d'autres, afin de respirer de l'air pur. Mamadou Korka Diallo invite les citoyens de ne pas abandonner les fabrications locales au profit des produits et objets importés. Il faut à cet effet promouvoir le contenu local pour le bénéfice des entrepreneurs en particulier et du pays en général.
Ces lits ont une importance capitale. Vous pouvez vous reposer avec quand il y a de la fatigue et quand le vent est en train de souffler, vous le sortez dehors. Les gens achetaient beaucoup avant, mais maintenant là, ils se tournent vers la fabrication externe, c'est-à-dire de l'importation. Imaginez-vous par exemple, vous venez acheter avec moi, cela va m'aider à renforcer mon économie ou bien. C'est aussi une façon de nous entraider. Donc, n'abandonnons pas nos coutumes et nos mœurs. Les nattes et les lits traditionnels ont des valeurs non négligeables quand ils sont judicieusement utilisés à en croire des observateurs. Et les prix sont à la portée des acheteurs, contrairement à ceux qui sont importés, soutient Mamadou Korka Diallo, vendeur. Sur le continent, au Tchad, des coups de feu ont été entendus dans la soirée du mercredi aux abords du palais présidentiel. Selon les autorités, un commando aurait tenté de prendre d'assaut les lieux avant d'être maîtrisé par les gardes. 19 personnes ont été tuées dans les échanges de tirs. Les autorités de N'Djamena assurent que la situation est désormais sous contrôle. C'est le palais présidentiel à N'Djamena qui a été la cible de l'attaque qui a fait 19 morts. Un commando lourdement armé composé de 24 personnes est à l'origine de cette opération selon Abdrahman Koulamala, porte-parole du gouvernement tchadien et ministre des Affaires étrangères. Il y a eu 18 morts et 6 blessés du côté des assaillants. Nous déplorons un mort, 3 blessés dont un grièvement, a laissé entendre le ministre. Les tirs nourris ont commencé à 19h45 heure locale dans la capitale, près de la présidence. Selon plusieurs sources sécuritaires, un commando armé a attaqué l'intérieur du palais présidentiel avant d'être maîtrisé par la garde présidentielle. Arme à la ceinture et entouré de soldats depuis le palais présidentiel, le ministre des Affaires étrangères n'a pas donné plus de précisions sur les auteurs et la nature de l'attaque dans son message destiné à rassurer la population. Dans une vidéo publiée dans la soirée sur Facebook, Abdrahman Koulamala a assuré que la situation était sous contrôle après un petit incident. Ces tirs ont eu lieu quelques heures après la visite dans la capitale tchadienne du ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, qui a eu plusieurs entretiens avec des dirigeants du pays, dont un à la présidence avec le chef de l'État Mahamat Idriss Déby Itno. Abdrahman Koulamala a estimé que l'attaque n'était probablement pas terroriste alors que des rumeurs insistantes évoquaient une possible attaque des djihadistes de Boko Haram et qu'elle avait été menée par un ramassis de pieds nickelés, drogués et alcoolisés venus en civil d'un quartier pauvre du sud de la ville avec des armes, des coupe-coupes, des machettes et des couteaux. Selon lui, ils avaient avec eux de petites bouteilles remplies d'alcool de type whisky et les 6 survivants sont complètement drogués. Toutes les voies menant à la présidence ont été rapidement fermées à la circulation. Toujours sur le continent, sur les images dans les médias locaux et sur les réseaux sociaux, en République démocratique du Congo, plusieurs prisonniers condamnés par la justice du pays ont été transférés dimanche depuis la capitale Kinshasa jusqu'à la prison hautement sécurisée d'Andjenga. C'est au nord-est du pays, a rapporté le ministre congolais de la Justice, Constant Moutamba. Ces personnes jugées coupables d'attaques meurtrières s'ajoutent aux 102 condamnés à mort s'y trouvaient déjà Essatouba. Ces bandits urbains, appelés en RDC des Koulouna, en Lingala, ont été condamnés par le tribunal militaire de garnison de Kinshasa et attendent l'exécution de la peine de mort décidée par cette juridiction. La police arrête, la justice juge et condamne, a déclaré Constant Moutamba, ministre de la Justice, lors d'un point de presse lundi. À Kinshasa, et dans beaucoup d'autres villes en RDC, à en croire Billy Bundi, les habitants ne peuvent plus rester dehors après 20 heures. La peur de ces jeunes bandits est très grande au sein de la population. Ils ne font cadeau à personne.
De la prison militaire de Ndolo, en passant par l'avenue Poids Lourd jusqu'à l'aéroport international de Ndjili, la population a apparemment ovationné le ministre de la Justice, Constant Moutamba, dont l'effort d'en découdre avec le banditisme urbain est plus que flagrant, a écrit sur Twitter le directeur de la publication de Vrai Infonet, Janot Moubenga. Koulouna, qui veut dire grand banditisme urbain en RDC, désigne ces jeunes gens organisés en bande de hors-la-loi, incontrôlables, qui ont pour objectif de voler et de faire du mal avec des armes blanches, généralement des machettes, couteaux et pierres. Ces jeunes justifient leur forfait par le fait qu'ils n'ont pas de travail et se tournent donc vers ces exactions et crimes. 127 sur 300 ont été condamnés à mort. D'autres à des peines de 5, 10 ou 20 ans. La procédure pour un procès équitable conforme aux lois a été respectée selon Maître Moutamba. La plupart de ces jeunes sont des récidivistes qui ont déjà fait à plusieurs reprises la prison. Mais dès qu'ils sortent, ils recommencent les actes de grand banditisme en s'attaquant aux honnêtes citoyens, selon les explications du ministre de la Justice, Constant Moutamba. En RDC, la peine de mort pour les civils, c'est par pendaison et par fusillade pour les militaires. Dans une réaction mardi, Amnesty International a appelé les autorités de la RDC à arrêter les projets d'exécution massive dans la condamnation à mort d'une centaine de détenus, selon les informations. Sport pour terminer, bonne nouvelle pour le prochain vainqueur de la 8e édition du championnat d'Afrique des Nations, CHAN. La CAF a annoncé l'augmentation des émoluments du vainqueur qui recevra une prime de 3,5 millions de dollars, soit plus de 2 milliards de francs CFA. Cette augmentation vise à encourager davantage les footballeurs africains. Commentaire, Mamatanova. La CAF a annoncé une augmentation significative de la dotation financière pour le vainqueur du prochain CHAN, portée à 3,5 millions de dollars, ce qui représente une revalorisation de 75%. Elle a révélé également que la cagnotte globale du tournoi, dont l'édition 2025 est co-organisée par le Kenya, la Tanzanie et l'Ouganda, s'élèvera désormais à 10,4 millions de dollars, soit une hausse de 32%. Compétition réservée aux joueurs évoluant dans les championnats nationaux. Le CHAN est, selon le président de la CAF, Patrice Motsepe, un tremplin crucial pour le développement et la croissance des joueurs de football basés en Afrique et contribue de manière significative à la compétition mondiale du football africain et des compétitions de la CAF. Cette compétition fait partie de notre stratégie d'investissement dans le football africain en vue de le rendre attrayant pour les fans de football, les téléspectateurs, les sponsors, les partenaires et les autres parties prenantes en Afrique et dans le monde entier, a ajouté le dirigeant sud-africain. Le tirage au sort du tournoi est prévu le 15 janvier 2025 à Nairobi au Kenya, l'un des 3 pays hôtes avec la Tanzanie et l'Ouganda. C'est avec ce reportage qu'on se quitte. Merci à tous d'avoir été des nôtres. L'information continue sur notre site web, le www.siaminfo.com ou sur les réseaux sociaux Kavi Media. Bonsoir.